Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de notre Web TV dominicaine. Nous continuons nos entretiens avec le mathématicien, philosophe, ingénieur civil Luc de Brabander. Luc de Brabander, bonjour. Bonjour. Merci encore de votre présence. Pour cette dernière séquence de cette série, nous allons aborder un livre que vous avez publié récemment, Les philosophes dans le métro. Alors, dans ce livre que vous allez bien entendu nous présenter, vous nous montrez une carte de métro avec différents courants philosophiques. D'où vous est venue cette idée de présenter la philosophie, les philosophes, avec une carte de métro? Mais cette idée m'est venue de ce nouveau métier que je pratique qui est l'enseignement. Donc, j'avais toujours dit, à 65 ans, je veux enseigner. Et je veux enseigner là où j'ai reçu. C'est pour ça que j'enseigne beaucoup à Louvain, parce que j'ai reçu, Et donc, quand on enseigne, on se pose la question, que dire? Comment faire? Et surtout, comment le dire? Je veux toujours me mettre à la place des étudiants. Qu'est-ce qu'ils peuvent écouter? Qu'est-ce qu'ils peuvent entendre? Pour moi, c'est un privilège. Je peux enseigner la philosophie aux ingénieurs commerciaux, aux sciences économiques. C'est un privilège, mais c'est un fameux défi parce que par rapport à leurs autres cours, c'est vraiment autre chose. Quand je commence, la première chose que je dis, voilà, nous allons ensemble passer 30 heures, je ne vais utiliser aucun chiffre. Je vois déjà un sentiment un peu d'effroi dans la salle, mais comment peut-on passer 30 heures sans faire de chiffres? Et la deuxième chose qui cause aussi un peu d'effroi, l'examen sera à livre ouvert. Parce que mon métier n'est pas de tester des connaissances, je ne vais pas faire un choix multiple en demandant quel est le prénom de Spinoza ou la date de naissance de Voltaire. Donc non, ce sera à livre ouvert. Et c'est une double peur qu'ils ont. Forcément, c'est très neuf pour eux. C'est quelque chose, je les amène dans un pays très, très inhabituel, mais j'ai par contre de très bons points à la sortie, puisque maintenant les étudiants cotent, donc chaque année on renouvelle mon contrat. Et donc, mon but, c'est de donner faim, donc de donner de l'appétit à des étudiants de 20, 21 ans, leur donner envie de continuer. Alors comment on fait? Moi, je ne suis pas un savant, moi je suis un vulgarisateur. Ma passion, c'est d'expliquer. Quand j'étais prof de maths, ou maintenant c'est la même chose, j'adore de voir un étudiant, ses yeux qui brillent, ah oui, au fond, mais au fond, et on voit que quelque chose a commencé. Comment expliquer, comment séduire, comment attirer, comment plaire à des étudiants? Il y a des impératifs. Mes impératifs à moi et les leurs. Les miens, c'est quoi? La philosophie, je crois, essentiellement, c'est une histoire de l'homme et de la femme. Il y a des bouquins de philo organisés, les rationalistes, les structuralistes, etc. Je ne prends pas. Moi, je veux parler d'individus. Que ce soit les plus grands philosophes, ils ont toujours un côté humain, ils sont nés, ils avaient une maman, et puis un jour ils ont été malades. Moi, je veux raconter à travers les hommes. Donc ça, c'est mon premier impératif. Et deuxième, l'impératif d'organiser ce cours suivant quand même une structure. Je ne peux pas simplement parler. Et donc, comment faire alors que les hommes ne sont pas catégorisables? Si je vous demande, Blaise Pascal, c'était quoi son métier? Vous pouvez me dire mathématicien, oui. Il faisait de la physique, oui. De la théologie, oui. Écrivain, oui, etc. Donc je vais le mettre dans quelle boîte? Et en mettant mes contraintes ensemble, tout à coup, je me suis dit, voilà, je vais organiser mon cours comme un plan de métro, avec des lignes comme d'un métro, la ligne, par exemple, de l'épistémologie, de la littérature, du savoir, de l'humour. Il y a une ligne qui est consacrée à l'humour. Et ces lignes vont se croiser. Et tout à coup, j'avais un problème résolu. Je n'étais plus obligé de dire, tiens, par exemple, Erasme, qui a écrit L'éloge de la folie. Donc je le mets sur quelle ligne? C'est vrai, c'est un peu rigolo, donc la ligne de l'humour, mais c'était aussi de la Renaissance. Et donc, j'ai pu faire les combinaisons qui me soulageaient, en grande partie, pas totalement, parce qu'il y a un peu des impossibilités, qui me soulageaient de cette obligation de mettre de mettre dans un tout cohérent quelque chose qui ne l'est pas vraiment. On met quand même une structure, évidemment, parce qu'il le faut. Mais ça participe aussi de ce que nous avons dit lors d'une récente séquence, c'est que nos représentations changent, nous avons un nouveau cadre, et là, exprimer la philosophie, ou plutôt les philosophes en réseau, voilà. C'est très parlant. Je pense que ça rencontre nos attentes. Je dirais, les liens sont incroyablement multiples. Ils se connaissaient tous. Il faut arrêter de mettre
être dans des petits silos isolés. Ils se connaissaient tous. Thomas More était un copain d'Erasme. Je crois que c'est Erasme qui a amené Thomas More à Louvain pour le faire publier. 500 ans de l'utopie aujourd'hui. En fait, Le Prince de Machiavel, l'utopie de Thomas More et l'éloge de la folie d'Erasme ont été publiés par exemple la même année, il y a 500 ans. Donc c'est assez extraordinaire. Et donc tous ces gens se connaissaient. Parfois, ils se connaissaient, ils se détestaient. Hein, donc faut pas... Mais il faut recréer ces liens, ces passerelles. C'est bon pour la compréhension, c'est bon pour la mémoire. C'est bon pour la mémoire. Moi, quand j'ai étudié Blaise Pascal dans le secondaire, je l'ai vu 3 fois. Je l'ai vu au cours de français, les pensées. Je l'ai vu au cours de calcul, et je l'ai vu en physique, puisque le Pascal est l'unité de pression atmosphérique. Je ne suis pas sûr qu'il m'a bien fallu 10, 15, 20 ans pour réaliser que c'était le même individu. Et donc, je crois que le fait d'enseigner à travers les personnes, c'est la méthode la plus efficace. Parce qu'on voit bien que tout se tient, qu'il n'y a pas du blanc ou du noir, qu'il y a des rivalités. Bon, aucun n'était un saint. Hein. Bon, Rousseau, il a abandonné ses enfants et puis fait un traité sur l'éducation. Bon, et puis il y en a qui écrivent vraiment de manière épouvantablement moche. Enfin, il y a de tout. Ce sont des êtres humains. Alors, c'est un réseau avec différentes lignes. J'imagine qu'il n'y a pas de circle line. Non. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Peut-être rapidement, c'est un peu débile de poser cette question, mais quelles sont les différentes lignes ou tendances dans lesquelles on peut entrer? Il y a d'abord la ligne des géants. Bon, il faut admettre qu'il y a des géants. Avec Aristote, Socrate, Kant, enfin il y a des géants. Donc c'est la ligne 1. J'ai commencé par celle-là. Puis je me suis dit, mais au fond, Platon, à lui tout seul, c'est une ligne. D'ailleurs, je crois que c'est Whitehead qui a dit « L'entièreté de la philosophie, ce sont des notes en bas de page des œuvres de Platon. » Tout à fait. Bon, c'est un peu excessif, mais bon. Et donc je dis, il y a une ligne pour Platon. Et la ligne 2, c'est Platon. Et puis sur la ligne-là, j'ai mis des tas de gens qui se rapprochent d'une manière ou d'une autre. Par exemple, Saint-Augustin, qui est en gros, de manière schématique, celui dont on peut dire qu'il a rapproché, disons, le monde chrétien ou catholique avec la philosophie qui datait d'avant Jésus-Christ, donc il a sa place sur la ligne. C'est la ligne de la métaphysique, appelons-la comme ça. Encore une fois, il ne faut pas faire des structures. Oui, non, mais... voilà, c'est un peu la ligne de la modélisation. Et d'ailleurs, sur la ligne, on trouve Kepler. Kepler, et j'ai fait exprès dans mon plan de métro, il y a une dizaine de gens, alors il y en a 200 au total, qui ne sont pas philosophes. Kepler, c'est un astronome. Mais tout le monde sait bien qu'il s'est inspiré des solides platoniciens. Il y en avait 5, il a vu les... Et donc les liens, je les ai même sortis de la philo. Et saint Thomas d'Aquin, c'est la ligne 3. Lui, il a voulu rapprocher Aristote, bien sûr, du monde chrétien. Et donc, il a la ligne 3. Et puis, ça s'est mis. Et puis, par exemple, il y a la ligne de la logique. La logique, c'est... Moi, pour être tout à fait franc, quand j'ai commencé mes études de philosophie, j'avais regardé le programme et j'avais vu anthropologie, métaphysique, et je m'étais dit, oh là là, ça va être dur. Et puis au milieu de la liste, qu'est-ce que je vois? Logique. Et je me suis dit, pour être tout à fait honnête, bon, là, ça va être un peu des vacances, quoi, parce que moi, je crois que je suis assez bon mathématicien, je me dis, bon, là, ça va être... Oh, quel choc de découvrir la logique. D'ailleurs, je fais un bouquin entier sur la logique, tellement ça m'a... Le choc de découvrir la logique. Et donc, bien sûr, il y a une ligne entière consacrée à la logique, dans lequel, etc. Et puis, bien sûr... Peut-être pour continuer sur la logique, parce que c'est intéressant, vous pensez qu'il y a aujourd'hui de grandes lacunes et faiblesses en termes de logique, en termes d'interprétation de ce qui est présenté dans la presse, dans la publicité? Disons, je crois qu'on a trop tendance à assimiler mathématiques et logique. Il y a des fautes de logique qui n'ont rien à voir avec les mathématiques. Donc, il y a des... Bon, par exemple, j'avais un collègue... qui disait la semaine passée, tiens, on vient de vendre tel truc, cela prouve que notre méthode était la bonne. Je suis désolé, ça prouve rien du tout. Donc le mot prouver, moi je définis la logique comme la discipline qui consiste à étudier le mot donc. Quand on dit donc, hein, dans la conversation donc, allez, je ne vais pas dire combien de fois, mais très souvent, il est utilisé de manière inappropriée. Donc par exemple, on disait, je ne sais pas, le terroriste est un musulman, donc les musulmans sont des terroristes. Ce genre de... C'est effrayant parce que ce mot « donc », il est lourd. Et bien comprendre la responsabilité du mot « donc la rigidité, la solidité d'une preuve, c'est un beau sujet. Et ça n'a rien à voir avec les mathématiques. J'y tiens tellement. Mais dans les lignes, il y en a beaucoup. Et bien sûr, la plus longue de toutes, c'est la créativité. C'est la ligne 11, qui traverse toutes les autres. Bon, je ne l'ai pas fait
par hasard. Hein, donc, il n'y a pas de début alors pour la créativité. Non, il n'y a pas de début et ça traverse tout. Il y a la créativité en logique, il a fallu l'inventer, en prospective, en éthique, il y en a partout. Et donc cette solution du plan de métro, moi je me suis dit, c'est ce que je trouve de mieux. Et donc il y a 14 lignes parce que j'ai fait un peu comme le plan de Paris, j'ai 15 fois 2 heures. Donc le premier cours, je présente le plan et puis je fais une ligne par cours. Et puis voilà, et je leur dis bonne chance. Ça évite aussi de commencer la philosophie de manière chronologique, avec évidemment commencer par la philosophie, les présocratiques et Aristote et Platon. Il y a moyen, mais je crois que ce n'est pas ça que les étudiants veulent. Ils veulent directement comprendre la totalité, ils veulent choisir les morceaux. C'est comme quand on invite à un mariage, hein, donc on peut faire un plan avec une séquence, vous prenez telle autoroute, ou bien vous donnez, paf, le plan complet. Quand on revoit le plan complet, on sait bien qu'on ne va jamais maîtriser tout, mais on se repère un petit peu. Bon, moi j'ai travaillé à Paris pendant 15 ans, je ne connais toujours pas Paris. Eh bien, la philo, pendant 15 ans, vous ne connaîtrez toujours pas la philo. Mais ça donne faim, finalement, c'est ça qu'on essaye de faire. Eh bien, vraiment merci Luc de Brabander de nous avoir présenté ce livre. Je rappelle donc, ce sont Les philosophes dans le métro, un livre que vous avez publié en collaboration avec Madame Nicolas Jack, oui, tout à fait, avec qui je travaille depuis une trentaine d'années. Et je suis convaincu que les livres, c'est Montaigne qui disait, personne ne devrait jamais dire mon livre, on devrait toujours dire notre livre. C'est toujours toute une histoire, c'est construit sur tellement de gens avant nous, voilà. Eh bien, merci vraiment de nous avoir partagé cette passion que vous avez pour la philosophie. Je suis certain que cette passion est contagieuse et que vous aurez apprécié ces séquences. Merci vraiment de nous avoir suivis au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différentes séquences avec Luc de Brabander. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.